Bonjour Corentin, tu es chef opérateur sur Paris depuis maintenant quelques années. Donc tu as réussi à faire ta place en ayant travaillé sur une dizaine de clips, quelques docus, quelques fictions. Pour commencer, simple, toi quand tu filmes, tu es du genre à tout préparer à l'avance très minutieusement ou t'aimes improviser un peu avec ce que tu as sous les yeux? Ça, c'est le truc qui est assez marrant. C'est une question que je me suis beaucoup posée au début. En fait, j'ai commencé par beaucoup préparer, Ok. énormément. Les clips, je les préparais beaucoup parce que justement, généralement, un clip, tu le tournes sur 1 ou 2 jours. Mhm. Et c'était souvent des clips qui étaient un peu fictionnés. Du coup, on avait énormément de plans à rentrer. Et vu qu'on avait beaucoup de plans à rentrer, il faut être efficace. Hyper préparé. Ouais, faut envoyer et tout. Et du coup, j'ai éclairé vraiment de façon très large. Et le plus rapidement possible, quoi, pour que les journées soient pas à rallonge. Donc au début, je préparais énormément. Et petit à petit, en faisant un peu plus de documentaire, un peu plus de fiction, j'ai donné un peu plus de... Je me suis laissé un peu plus de liberté, on va dire, sur le plateau. Ouais, parce que sur les clips, tu as beaucoup besoin de travailler tout le temps très très vite. Ouais, c'est ça. En fait, sur les clips, surtout avec un réal avec qui j'ai pas mal travaillé qui s'appelle Damien Maubert. Et lui, c'est un réal qui fait qui fictionne énormément en fait ses clips. Et du coup, souvent, on avait 30 à 40 plans à rentrer, mais c'est pas que des tableaux, c'est pas que du playback et tout. Oui, oui, c'est pas du allez, Ouais, c'est ça. lance ton playback, on tourne 4-5 plans et c'est fini, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Fallait beaucoup le travailler. Fallait beaucoup travailler en amont pour que tout rentre dans la journée. Donc ça, c'était plutôt. Hmm. J'ai beaucoup. Je réfléchissais beaucoup. Je faisais Ouais. beaucoup de plans de feu, beaucoup de plans au sol. Et aujourd'hui, tu es plus Et libre aujourd'hui, là-dessus. je me laisse beaucoup plus de liberté en fait. Je me laisse beaucoup plus de liberté là-dessus. Et tout en travaillant quand même en amont. Quand j'arrive, je sais Oui. les directions de lumière et tout Voilà. que je souhaite et tout, mais je me laisse plus de Oui. liberté. Ok, ok. Si, Comment ça se passe du coup avec les différents chefs électriciens? Quand tu veux illuminer une scène, tu en discutes avec lui en amont ou c'est toi qui vas vraiment dire je veux telle lumière, telle lumière, telle lumière ou tu lui dis plus les intentions que tu veux? Sur quoi? Ah oui, sur ton Sur le style. travail avec Ah oui, les oui. chefs électriciens, en gros, ça dépend. En fait, maintenant, la façon dont je travaille, c'est plus déjà avec le réalisateur, en fonction des. Je vois avec lui, je définis bien les intentions de lumière Ouais. pour être sûr qu'il n'y ait pas d'énormes changements, ou même s'il y a des changements, c'est normal parce que le scénario peut évoluer. Mhm. Du coup, il peut avoir aussi des envies différentes. Ouais, il faut être Mais j'essaie de très figer précis. un petit peu, ouais, c'est ça. Figer les intentions lumière avec le ou la réal et ensuite je me fais un mood board en fait, une continuité lumière, un mood board séquence par séquence ou plan par plan si c'est un peu spécifique. Et ensuite j'envoie ce document-là euh, au chef électricien et ensuite il ou elle voit un peu les sources qu'elle va utiliser, elle fait sa liste Ok. par rapport à ça, tu Donc ouais, vois. c'est le chef ou la chef électricienne qui font leur liste de leur côté et C'est toi tu t'en ça. occupes. Et après, s'il y a vraiment des sources ou des choses, après, on check quand même ensemble les sources. Une fois qu'il y a la liste, on se dit, bah ok, ah là, peut-être c'est un peu juste, peut-être qu'il faudrait une source un peu plus Ouais. petite à ce moment-là. Ok, ok. Peut-être justement, il faudrait une source un peu plus puissante pour un Mm. entrant. Quand tu fais tes repérages et tout, tu vas avec le chef électricien, la chef électricienne? Ouais, la plupart du temps, tout le temps, dès que je peux. Et ouais, j'ai une approche plutôt comme. Bon, après, on pourra en reparler avec après moi le déluge, mais dans l'approche, c'est plutôt. Je fais beaucoup en fonction du lieu et du décor, quoi. Mm. Le décor, c'est genre. C'est ce que tu vas filmer, donc c'est 80-90% Ton image. de ton image en fait, c'est tout. Donc Mm. il y a le décor et ensuite je joue beaucoup avec l'orientation du décor par rapport à la course du soleil. Et voilà, c'est un peu mon Ouais. approche. Et Ouais, après je tu utilises récupère un petit souvent peu. les applications pour regarder où est le soleil ou pas plus que Ouais, ça. c'est ça. Je fais Ouais. beaucoup ça en repérage et en fonction de ça, même le jour J du repérage, s'il y a l'assistant réel et si je suis assez avancé dans ma tête au niveau des intentions lumière, je commence déjà à donner des heures, genre par exemple warning entre le matin par exemple on peut pas tourner parce que là on a la lumière en direct et si je sais qu'on n'a pas de quoi contrôler parce que c'est trop cher, enfin il y a vraiment cette contrainte budgétaire en fait Mhm. qu'il faut prendre en compte et si on n'a pas le matériel qu'il faut pour contrer ces entrants de lumière, bon, on va privilégier l'après-midi, une lumière indirecte. Enfin, Ok. j'essaie de penser beaucoup comme ça en fait. Ouais. Bah, dès que tu es dans une lumière hyper naturaliste comme ça, il faut beaucoup parler avec l'as réal par rapport à ça. Du coup. Ouais, c'est ça. Et l'assistant réel direct, lui, ça lui permet déjà de commencer après à pouvoir travailler sur son plan de travail. Et c'est vraiment ce côté, ouais, ce côté budget en fait. Tu as des intentions lumière à respecter, mais tu as aussi cette question du budget. Et du coup, s'adapter ou céder. Tu fais avec ce que tu as, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça, céder du soleil, c'est parfait. Hein. Faut Ok, faire avec. trop bien. J'ai envie qu'on parle d'un projet que j'ai trouvé assez fort quand même visuellement et aussi poétique dans ce qu'il raconte. Donc, Après moi le déluge, donc, que tu as fait avec Alexandre Janin. Tu as beaucoup travaillé avec lui. Tu peux m'expliquer comment est-ce qu'il est arrivé avec ce projet vers toi et qu'est-ce que c'était
le but du projet? Alors là, ce projet-là, c'est un projet assez, on va dire, assez long. C'est un projet assez long, il m'en avait parlé, j'ai plus exactement la date, mais en vrai je crois que c'était en 2021 ou 2022, donc 2 ans avant qu'on tourne. Parce qu'à la base c'était un peu un long métrage qu'il voulait faire et ça s'est transformé en moyen métrage indépendant, autoproduit. Donc il n'y a eu aucune production derrière? Ça a été encadré, en gros ça a été autoproduit, c'est-à-dire les financements c'est, je pense que c'est 80% d'une autoproduction quoi. Et on avait juste le cadre, on va dire juridique et pour tout ce qui est location. Et ensuite on a eu l'aide de Transpa sur le prix de matériel lumière, tout C'est comme cool. ça. Vous ont aidé. Ça c'est plutôt cool. Donc dans l'approche en gros, il est venu avec ce scénario-là, le scénario d'Après moi le déluge que j'ai lu. Et après l'avoir lu, je suis revenu vers lui et je lui ai fait aussi des retours parce qu'il me demandait des retours sur ce que je pensais de l'histoire. Donc on a vraiment cette phase-là où d'abord on a beaucoup parlé du scénario, la trajectoire du personnage, d'Ayoub et de Rosa, qui sont les personnages principaux du film. Donc voilà, donc on est parti de là. Et ensuite, très vite, une fois que le scénario a été fixé, on va dire un peu figé, on a fait les repérages, donc en Bretagne et à Paris. Ça a été tourné en Bretagne du coup en majorité? C'est ça, c'était tourné en majorité en Bretagne. On a eu en gros 2 ou 3 sessions de tournage. Donc une session en Bretagne où on a fait des repérages, on a visité 3-4 maisons différentes. Combien de jours? De repérage? Non, de tournage, pardon. Donc en tout, je crois qu'on a eu 17 ou 18 jours de tournage répartis voilà, sur plusieurs mois et en bloc. Mais ça, je pense Alex, il parlera mieux parce que lui, en fait, derrière, il a passé 1 an et demi quasiment à monter son film, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est ça qui a pris beaucoup de temps en fait. C'est le montage du film, il a été assez long. Et voilà, après la prépa, elle a été assez énorme quoi. Ouais, j'imagine. Ça m'a fait un peu penser, le film a un peu fait penser à la série L'Effondrement, je sais pas si. Mais beaucoup plus contemplatif, dans une démarche plus poétique un peu. Toi, quand tu as voulu aborder le film visuellement avec Alexandre, tu es rentré plus dans une démarche où tu voulais être très naturaliste ou stylisé? Parce que moi je trouve que le film, il fait très naturaliste, mais en fait quand on regarde bien, tu as quand même pas mal stylisé l'image, je trouve, à certains moments. En fait, il y avait cette approche-là très naturaliste. Déjà, on a pensé le film en 2 parties. La partie à Paris où l'environnement est très étouffant, donc avec des focales assez longues. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée d'enfermement, surtout le côté Paris, c'était un peu l'idée. Et ensuite, il y avait comme un second souffle dans la partie, et avec des cadres très fixes, parisienne. Et ensuite, on a décidé de faire beaucoup plus d'épaules que l'épaule en fait, quasiment vraiment dans la partie, l'autre partie en fait du film, où ils arrivent dans ce camp de survivalistes. Et voilà, donc il y avait un peu cette idée-là. Et il y avait cette idée de... Vu que c'est un film qui parle pas mal de cauchemars, c'est une dystopie, pas mal de cauchemars, de cette appréhension sur l'avenir. Et du coup, on a pas mal... C'est vrai, à certains moments, surtout sur les visages, où des fois on essaie juste d'apporter un aspect un peu, pas trop calme, mais des fois quelque chose d'un peu trop beau. Et, hyper doux. Hyper doux, et en fait... c'est la qui douceur. cache quelque chose derrière d'assez amer en fait. Je trouve qu'il y a un mélange un peu entre les deux. Donc l'idée c'était vraiment d'apporter cet aspect-là, cette dualité en fait, dans la deuxième partie du film. D'ailleurs, en parlant de cauchemar, à un moment on voit le cauchemar dans le film un peu, j'ai l'impression. Comment vous avez abordé déjà toute cette partie étalonnée en rouge, et aussi pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix-là d'aller sous l'eau? Vous avez filmé ça comment exactement? C'était quoi la démarche derrière cette... Là, la démarche derrière ça, c'était, on voulait vraiment En fait, on voulait vraiment rappeler déjà, juste tout simplement d'un côté plus diégétique, c'est l'aspect que la scène va devenir du sang, que l'eau devient du sang. Donc c'est un peu ce qui hante en fait les cauchemars de tous les survivalistes aussi. Dans le film, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on est parti déjà sur juste la couleur rouge, et on voulait avoir quelque chose qui soit un peu plus de l'ordre de l'expressionnisme à ce moment-là, qui dénote pas mal. Et après, on voulait garder aussi cet esprit vraiment d'étouffement, de somnolence un peu. Il y a tout ce rapport, tout ce rapport au cauchemar, à l'éveil, aux phases de sommeil et tout. Donc il y a beaucoup ce sujet-là aussi dans le film.
y a un moment où il y a un des personnages qui vient voir une des personnages qui est un peu malade. Et après, un voisin de chambre le voit pendant la nuit et lui, ils échangent un regard et après il sort dehors. Et je sais pas si à ce moment-là, tu as fait exprès de faire en sorte que la lumière, quand il était au bord de la porte, elle soit hyper contrastée en noir et blanc. Mais je pense que c'est le moment qui est un peu le plus stylisé du court-métrage. Ouais, je vois. C'est oui, la scène où il est debout. Ouais, voilà. Bah, ça, l'idée, c'était. Ouais, je voulais vraiment marquer, pas un peu une rupture, mais le moment un peu où on sent Le basculement. on sent le basculement un peu. Mm. Le basculement aussi enfin, psychologique. Mais je trouvais ça intéressant vu qu'à la fin, c'est un film qui se veut quand même un peu optimiste, qui se veut optimiste sur l'avenir, sur l'ouverture. On ouvre quand même. On ouvre le film, donc il y avait un peu cette idée-là aussi de juste de jouer avec des lumières un petit peu ponctuées, un peu avec des lumières un peu plus stylisées ou en tout cas des lumières qui adoucissent un petit peu tout ce qui se passe, voilà, dans la suite de l'histoire. Mais ouais, en vrai c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de... Oui, il y a pas mal de choix. Enfin, il y a pas mal de points aussi super différents sur l'approche des deux personnages aussi, juste de Rosa et Ayoub quand ils sont dans le camp. Ouais, le couple. Il y avait vraiment un truc qui était intéressant à jouer. Ouais. Oui, sur quelle relation ils ont avec les autres. Où est-ce qu'ils basculent. Mais ça sent que c'est un moyen métrage qui a été coupé pas mal. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être développé encore plus tout ça. Ouais, bien sûr. Les relations, les dialogues et tout entre les personnages, les non-dits aussi, des fois. Mais il y a beaucoup de silence de regard. Ouais, il y a beaucoup de silence. En fait, le film, c'est un peu des gens qui attendent que ça se passe, quoi. Qui attendent que la fin du monde arrive. Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là. Et c'est une attente un peu... quasiment une bonne partie du film, c'est un peu cette attente-là, que la fin du monde arrive. Et ils le savent et ils peuvent rien y faire. Oui, c'est de l'attente complète, quoi. Et c'est ça, enfin, j'ai remarqué ça en voyant le film récemment, là. En le revoyant. En fait, j'avais pas autant vu ça, quoi. Je trouve que c'est peut-être le truc qui m'a le plus... marqué. Ouais, qui m'a le plus marqué, en fait. Ok. Sur le projet, du coup, vous étiez une petite ou une grosse équipe? Sur la partie Bretagne, on était plutôt une grosse équipe. Paris aussi. Mais par contre, pour les scènes, par exemple, du cauchemar, ça a été fait à part. Ok, ouais, ça a été fait en petit comité à côté. En petit comité. Mais en fait, on avait une logique, on n'était pas si nombreux que ça. Il y avait un chef machinot, enfin, il y avait quelqu'un à la machinerie, lumière, caméra et moi. En fait, on était 4. Ah oui, très peu quand même. Donc, c'était très, très peu. Et pour le coup, j'ai pas mal beaucoup préparé en amont. On avait pas tellement de sources. Ouais. Et là, pour le coup, ce film-là, je l'ai travaillé vraiment avec un chef électricien qui sortait d'école. Donc, on a énormément discuté. Je lui ai énormément dit aussi. Toi, tu voulais. Bah ouais, c'est ça, les attentes, la façon de travailler en fait ma façon de travailler, du coup la façon de travailler quand je travaille en tant que chef électricien, comment je fais. Ok. Oui, ce que toi tu voulais. Du coup il y avait pas mal, ces discussions-là, dans la logique de comment on allait éclairer ce film-là. Okay. Et tout. Donc là pour le coup je l'avais quand même pas mal préparé, mais tout en laissant de la liberté, la spontanéité un peu dans le jeu. Ouais. C'est un peu, j'ai bossé avec beaucoup de réels qui sont comme ça. Ludovic il est comme ça. Alexandre aussi. En fait, il laisse vraiment beaucoup de place aux acteurs, de liberté, de mouvement. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il préférait les petites équipes. J'en ai parlé avec lui parce que ça lui permettait d'improviser plus en fait. Ouais, carrément, c'est ça. Il préfère. C'est un peu cette logique, un peu comme dans le cinéma un peu français d'auteur où il laisse un peu du temps. C'est laisser de l'espace en fait aux acteurs pour qu'ils s'approprient le lieu, pour qu'ils jouent avec. Il y a cette logique-là de liberté et laisser la spontanéité aux acteurs en fait. Ok. Il y a un plan à un moment avec des oiseaux, comme ça, quand ça commence à partir un peu en couille. Comment est-ce que vous avez fait pour faire ça? Parce que tu ne demandes pas aux oiseaux d'aller... Alors ça c'est Getty. C'est Getty Images? C'est pas Getty, mais je crois qu'il a... Là pour le coup, il a récupéré d'un... Je sais plus exactement d'où il a récupéré, comme le plan de l'incendie. Ah oui, mais j'allais poser la question. Ça, ces deux plans-là, c'est des plans qui ont été mis, qui n'étaient même pas forcément dans le découpage qu'on avait prévu. Nous, ce qu'on cherchait juste après, c'est tous les plans d'insert, de nature, de contemplation, là pour le coup. Mais ces plans-là étaient tellement spécifiques. Ouais. Oui, c'est parce que c'est sinon, il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de plans contemplatifs dans le film. Moi, je trouve, c'est éloge de ouf, hein, mais ça fait penser un peu à la façon dans Barry Lyndon, tu vois, où ils font des plans un peu larges avec les gens posés dans l'herbe. Il y a certains plans, je trouve, notamment un plan à la fin, je crois que c'est celui-là, tu vois, où tu les poses juste dans le décor comme ça, hyper naturel. C'était quoi l'intention?
poser les scènes un peu à chaque fois. L'intention, c'était vraiment genre juste d'élargir l'espace. Ouais. Déjà, juste quand on arrive dans la partie, l'autre partie du film et tout, c'est élargir l'espace et montrer plus la nature et montrer ces personnages qui s'approprient l'environnement alors qu'ils sont un peu contraints ou ils le subissent dans la partie parisienne avec le bruit des klaxons quand il est sur la route où on est vraiment, la caméra est proche de lui et, il subit un peu cet environnement urbain et c'était un peu l'inverse dans la partie campagne, c'était un peu on respirait plus. Ok. Donc c'était surtout ça et avec toujours, il y a pas mal de plans, certains plans larges qu'on a fait aussi à l'épaule. Ça, on a fait surtout à l'épaule, mais ça c'était plus un côté, en tout cas les inserts qui ont été faits à l'épaule, il y avait un côté plus, je pense juste de sentir, pour avoir juste un côté un peu plus organique, juste avec l'environnement qui les entoure. Quoi. Genre, j'ai trouvé que dans plusieurs projets que tu faisais, tu as souvent des fenêtres ou des fortes sources de lumière qui viennent baver sur les visages comme ça. C'est quelque chose que tu fais toujours. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Pourquoi? Par exemple, c'est quelque chose ce qui est très intéressant, qui est pratique, c'est dans ce film-là, on l'a fait. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de très dur, donc quasiment, enfin, on n'a pas filtré toute la partie sur Paris, et du coup, ça fait ressortir vachement les pores de la peau et tout. Donc ça, c'était un peu voulu. Et par contre, à l'inverse. Donc je crois qu'on a le film, on l'a fait avec 3 caméras différentes. On a fait avec la FX9, avec une FX3. Ok. Voilà, avec 2 caméras différentes, pardon, pas 3, 2 caméras différentes. FX9, FX3. Ouais, c'est ça. Sur épaule, tu prends une FX3. Dans la partie sur Paris, vu qu'on filmait dans la foule, Il fallait être discret. Il fallait discret, du coup c'était FX3. Au moins la caméra elle se fondait pas mal. Et après sur la partie, du coup, on va dire plus la deuxième partie du film, on est sur la FX9 avec des Canon FD. Ouais. Plus j'avais Canon filtré FD. devant, Trop bien. je crois que c'est du Glimmer. Moi ça doit être du Glimmer, parce que j'utilise quasiment toujours du Glimmer. Ou du Promise, mais surtout beaucoup de Glimmer. Ok. Pourquoi? Et voilà. Donc, Ça apporte un truc, moi je préfère le c'est Glimmer hyper parce que je trouve que ça touche pas trop le bas du signal. Enfin ça touche pas trop les noirs basses sont lumières, plutôt conservés, ouais. Ok. Et il y a un côté aussi intéressant, c'est que je trouve que ça adoucit un petit peu, ça casse un peu le détail sur les peaux et ça fait des halations, enfin ça adoucit un peu les hautes lumières. Et là, c'était vraiment une intention voulue. On voulait énormément adoucir les peaux sur la partie parisienne et voilà, avoir un côté très doux et ça allait bien avec la poésie du film un peu. Pourquoi tu as pris les Canon FD? J'ai pris les Canon FD, donc il y avait 2 trucs, c'est déjà le budget. Ouais. C'était déjà le budget, vraiment, enfin il y a quand même toujours cette contrainte budgétaire, mais dans tous les projets qui sont là et tout, enfin c'est vraiment, je trouve que c'est une grosse partie c'est une grosse partie je trouve du métier de chef-op, c'est cet aspect-là. Et aussi tout simplement parce que c'est des optiques qui de base ont pas mal d'imperfections, elles ont des aberrations. La série elle n'était pas forcément super homogène, mais justement c'était assez intéressant parce que des fois, en fait vu que les personnages n'étaient pas forcément, les acteurs n'étaient pas forcément maquillés, il y avait ce côté-là, cette intention de jouer avec ces imperfections-là et du coup de casser le détail, d'avoir des peaux très adoucies, vu qu'ils étaient peu ou très peu maquillés. Et du coup voilà, c'était aussi dans cette idée-là. Ok. Voilà, principalement pour ça et pour le bokeh aussi derrière-plan, sur les plans serrés, je trouve ça très beau. Enfin, ils sont très généreux, ils sont un côté très naturel et tout. Oui, puis ça fonctionnait bien dans l'univers contemplatif. Ouais, c'est ça. Et pour filmer doux, cette nature verte, ces percées de lumière. C'est presque un peu ça vaut. onirique au final comme film. Ouais, il y a une vois, partie avec il y a la pas- musique, ouais. ça rend vraiment ça, quoi. L'habillage sonore aussi a fait beaucoup dans ce sens-là et a beaucoup appuyé, ouais. Ok, donc je vous invite à aller voir le film, qui est trop bien. En vrai, moi j'ai vraiment kiffé le regarder. Toi qui fais quand même pas mal, enfin j'ai l'impression que tu fais plus de fiction, de clips que de docu pour l'instant. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que chef-op de faire du docu? Le documentaire, en vrai, ça a été. Le documentaire, je trouve que c'est une école géniale parce que ça me permet de faire, d'apprendre à utiliser beaucoup plus aussi le décor, enfin aussi d'un point de vue cadre en fait. Beaucoup plus prendre le temps de poser juste un cadre, mais qui raconte en fait juste une histoire ou qui raconte ce que traverse un personnage à tel moment. Donc en fait, c'est choisir le bon cadre, ça je trouve ça génial. Et plus l'aspect aussi naturaliste des fois, juste par rapport à la position de la lumière, les personnages, les sujets, tu vois, ils ont été comme ça. Exactement. Aussi pour pas trop qu'on te voit et qu'on t'oublie un peu. Ouais, c'est ça. Donc il y a trouver la bonne distance par rapport au sujet pour qu'on sente pas trop la caméra, que je trouve vraiment génial et choper les bons moments, les moments où il va
enfin, il va y avoir des moments de grâce, des choses qui sont imprévues. Donc, capturer un peu ces moments d'imprévu, ça, c'est vraiment super bien. Et en fait, ça, je l'utilise vraiment. Enfin, ça, tu peux le réutiliser après en fiction. Créer ces moments-là où tu peux laisser place à des choses qui n'étaient pas prévues en se laissant de la souplesse, en fait, au cadre, juste dans la façon aussi d'éclairer. Donc, c'est un peu cette logique-là. Enfin, franchement, le documentaire, c'est vraiment cet aspect-là, je trouve. Donc sur la plupart de tes projets, j'ai vu que tu t'es beaucoup à l'épaule, en tout cas quand tu as une caméra en mouvement. J'ai vu qu'une fois avec Spider-Z, tu as utilisé le Steadicam. Peut-être que tu as utilisé d'autres fois, j'ai pas vu. Ouais, sur le clip, beaucoup, ouais. T'es fan du Steadicam, pas trop? Est-ce que ça permet de vraiment travailler plus vite que de prendre de la mâche Ouais, ben, en fait, c'est pour ça que sur tous les clips, il y a du stead tout le temps, enfin les clips que j'ai fait, parce que c'est plus rapide. Ouais. En vrai, c'est un truc de fou, mais c'est juste que c'est beaucoup plus rapide. Et Oui, pour l'idée de tableau ouais. aussi, sur le côté tableau et chorégraphie, enfin, je trouve la musique a un aspect beaucoup. Enfin, la musique, quand tu écoutes la musique, ça te donne envie de danser. Ouais, et c'est je plus trouve que flottant. le Steadicam, tu as une caméra plus flottante et je trouve que ça marche bien pour ça. Et tu as cette question de la rapidité. Et c'est vrai, pour le coup, j'ai jamais réutilisé de stead. Oui, tu as toujours eu un Steadicam. Quasiment jamais. À part sur, par exemple, si tu as des plans vraiment de suivi sur la fiction où tu as deux personnes et tout qui parlent. Et ouais, là, le stead peut être intéressant. Okay. Que suivre un plan un peu large à l'épaule et tout, tout dépend à voir si c'est pas trop parasite ou pas. Ok. T'es plus partisan, du coup, je considérais que c'était de l'épaule. Mais tu es plus partisan de quel type de mouvement? Plutôt épaule ou plutôt à la main? Ou un autre type peut-être auquel tu penses? Moi, je fais beaucoup d'épaules. Ouais. Je préfère l'épaule parce que en fait, ta caméra, même en termes de hauteur, en fait, tu as plus de contrôle et tu peux te mettre à la meilleure hauteur par rapport au visage que tu filmes. Donc moi, j'ai plutôt cette logique-là de l'épaule. Je préfère par rapport à la main où ça peut être plus hasardeux ou même au bout d'un moment, tu peux avoir une fatigue musculaire que l'épaule, tu l'auras quasiment pas. Là, sur le dernier cours, avec Gaston Réal, j'ai proposé un plan séquence de 3 minutes à l'épaule où la config était assez lourde. Et en fait, typiquement, c'est des genres de trucs où l'épaule, je trouve, directement, tu es avec le personnage que caméra à la main. C'est en termes de contrôle, enfin moi je suis pas super caméra juste à la main comme ça, je suis pas super à l'aise. Mais par contre, ça peut être vraiment un style, par exemple plus sur du clip. Tu vois, tu fais la contre-plongée, tu vas être à la main. Oui, ça tu peut viens en dessous. Ouais, c'est ça. Ça peut être bouger à fond en fait. Ouais. C'est ça. Ça peut être plus un. Je trouve que c'est vite. T'as des mouvements qui sont plus stylisés, mais peut-être moins naturels. Enfin, où tu vas sentir plus la caméra en fait à la main. Ça fait genre 2 ans, 2-3 ans que je fais plus de clips produits. Okay. Enfin, j'ai arrêté parce que le clip, à un moment, j'en ai fait. T'en as fait trop. J'en ai fait beaucoup et tout, et c'est très fatigant aussi. C'est super fatigant. Ouais, c'est drainant comme. Ouais. Faut enchaîner beaucoup. C'est super fatigant et tout. J'ai maintenant un peu ce truc-là où je me dis, tout dépend les projets, tu vois. Mais sur certains projets, si j'aime bien, là j'aimais bien la musique, mais si j'aime bien l'histoire et que je me rends compte que en fait on peut faire aussi des choses très bien sans avoir beaucoup de matériel, juste en pensant bien tes plans, en pensant bien tout la lumière et tout. Avec peu de moyens, des fois, tu arrives à faire des choses vraiment très bien. Mais honnêtement, c'est quand même assez difficile. Il faut toujours essayer plein de choses, il faut se réinventer. Ouais. Là, en ce moment, je me suis mis à utiliser pas mal l'intelligence artificielle. Okay. En ce moment, je me mets à créer aussi des vidéos avec l'intelligence artificielle, des mini-publicités. Là, j'utilise Midjourney et Runway en ce moment. Qui commence à être pas mal du coup. Ouais, qui commence à être trop bien. Là, je suis en train de faire un court-métrage aussi en intelligence artificielle. J'aimerais faire. Du coup, en fait, je m'adapte aussi parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui arrivent. Et soit tu prends un peu ce courant-là et tu apprends à utiliser ces outils-là. Soit tu t'écartes. Soit sinon tu t'écartes, mais je pense qu'il va falloir. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Donc là, je commence déjà à l'utiliser même pour les découpages techniques. Ouais. Après les repérages, j'utilise en gros les images et je lui donne les intentions de lumière qu'on aura en fait. Avec Midjourney. Et du coup, Midjourney fait de la vidéo. Là, avec ChatGPT, pour le coup, je fais ça. Okay. Mais par contre, mais il fait que des images. Midjourney fait des images, maintenant ça fait des vidéos aussi. Mais j'utilise pour faire les images et ensuite j'anime avec d'autres logiciels. Okay, donc en ce moment, je me mets un peu là-dedans aussi. Et je me rends compte qu'il y a des projets certainement, je pense l'avenir en tout cas de certaines publicités qui vont se faire surtout en digital. Je parle surtout de la publicité parce que je pense que la fiction, ça va plus peut-être impacter dans les effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Certainement, où tu auras un style aussi IA
tu auras un style, tu vois. Ou pour faire de l'animation, je pense qu'IA, ça peut être Ouais, vraiment ça une peut être hyper alternative. intéressant, ouais. Donc en fait, je m'y intéresse parce que je me dis, il faut s'y intéresser. Ouais, puis d'ici apprendre les 4-5 outils. ans, ça va commencer à être sérieux, je pense. Et je pense, ouais, même là, franchement, les qui Ouais, arrivent, déjà. il y a déjà des publicités qui ont été faites en IA et qui ont été diffusées totalement en intelligence artificielle. Donc il y a ce côté-là aussi, il faut toujours aussi se réinventer et apprendre à utiliser des nouveaux outils. Parce que peut-être à l'avenir, il y aura plusieurs compétences à avoir et peut-être il y aura des mix de tournage en prise de vue réelle. Et derrière, il y aura un peu de plans à générer en intelligence artificielle. Et voilà. Donc je pense aussi à ça et donc il faut toujours bouger et ouais, faire du démarchage et tout. Ok. Aussi je démarche aussi pour préparer aussi pour plus tard et tout. Mais après sur le côté fiction là c'était plutôt des gens que je connaissais donc c'était plutôt du bouche à oreille. Ouais. Ça a plutôt fonctionné comme ça ou des personnes que j'ai rencontrées ou des recommandations. Hmm. Donc voilà, sur ce côté-là c'est la documentaire c'était pareil. Et voilà, Trop bien. Merci Corentin. bah, avec plaisir.